Octobre 1962. Le monde ne le savait pas encore. Mais l'humanité se trouvait à une seule erreur d'une guerre nucléaire. Aux États-Unis, des familles regardaient la télévision. Des enfants jouaient dans les cours d'école. Des soldats continuaient leur routine quotidienne. La vie semblait normale. Mais derrière des portes closes à Washington, des chefs militaires étudiaient des photographies révélant quelque chose de terrifiant. À seulement 90 miles des côtes américaines, l'Union soviétique avait secrètement installé des missiles nucléaires à Cuba. Des armes capables d'anéantir des villes entières. En quelques minutes. New York, Washington DC, Chicago. Des millions de vies étaient soudainement en jeu. La guerre froide était tendue depuis des années, mais ce moment était différent. Désormais, les deux nations les plus puissantes de la planète, les États-Unis et l'Union soviétique, se faisaient face dans une confrontation capable de détruire le monde. Pendant 13 jours, les dirigeants des deux camps ont pris des décisions qui pouvaient soit sauver l'humanité, soit la condamner. Voici l'histoire de la crise des missiles de Cuba, le moment où le monde s'est approché plus jamais d'une guerre nucléaire. Et si vous aimez les histoires puissantes de l'histoire, des histoires qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, assurez-vous de vous abonner à Unheard, parce que cette chaîne explore les moments que l'histoire a presque oubliés. Maintenant, revenons au moment où tout a commencé. Le 14 octobre 1962, un avion espion U-2 américain vola très haut au-dessus de l'île de Cuba. À plus de 21 000 mètres d'altitude, ces puissantes caméras capturèrent des images de quelque chose d'inhabituel caché dans la campagne cubaine. De longues plateformes de lancement, de grands camions transportant des missiles, des chantiers de construction protégés par des soldats soviétiques. Lorsque les photographies furent ramenées à Washington et analysées par des experts du renseignement, la conclusion fut glaçante. L'Union soviétique installait secrètement des bases nucléaires à Cuba. Ce n'étaient pas des armes ordinaires, c'étaient des missiles balistiques à moyenne portée, capables de transporter des ogives nucléaires directement vers les États-Unis. Depuis Cuba, ils pouvaient atteindre les grandes villes américaines en quelques minutes. Les photos furent immédiatement envoyées à la Maison-Blanche. Lorsque le président John F. Kennedy les vit, il comprit immédiatement le danger. L'Union soviétique avait placé des armes nucléaires à portée directe des États-Unis. Et si ces missiles devenaient opérationnels, l'équilibre des forces dans la guerre froide changerait du jour au lendemain. Mais Kennedy savait une autre chose. Si l'Amérique réagissait trop agressivement, cela pourrait déclencher une guerre nucléaire mondiale. Il convoqua alors une réunion d'urgence avec ses conseillers les plus proches. Le groupe réuni à la Maison-Blanche serait plus tard connu sous le nom d'EXCOM, le comité exécutif du Conseil de sécurité nationale. Dans cette salle, le destin du monde allait être débattu. L'atmosphère à la Maison-Blanche était extrêmement tendue. Les généraux militaires affirmaient que les États-Unis devaient lancer des frappes aériennes immédiates contre les bases de missiles, les détruire avant qu'elles ne deviennent opérationnelles. D'autres avertissaient qu'une telle attaque tuerait presque certainement des soldats soviétiques stationnés à Cuba. Et si des troupes soviétiques mouraient dans une attaque américaine, le leader soviétique, Nikita Khrouchtchev, pourrait riposter. Pas seulement à Cuba, mais ailleurs. Peut-être à Berlin, où les forces soviétiques et américaines se faisaient déjà face dans une ville divisée. Ou pire encore, avec des armes nucléaires. Les généraux insistaient sur le fait qu'attendre rendrait la situation encore plus dangereuse. Mais Kennedy resta coivé. Il comprenait qu'une fois le premier tir lancé, les événements pourraient rapidement échapper à tout contrôle. Au lieu d'attaquer immédiatement, il choisit une autre stratégie. Un blocus naval. Des navires de guerre américains encercleraient Cuba et empêcheraient les navires soviétiques d'apporter davantage d'armes.
Kennedy appela cela une quarantaine plutôt qu'un blocus, car techniquement, un blocus pouvait être considéré comme un acte de guerre. Mais quoi que fût le nom, le message était clair. Les États-Unis traçaient une ligne et l'Union soviétique allait bientôt devoir décider si elle la franchirait. Le 22 octobre 1962, le président Kennedy s'adressa au peuple américain à la télévision nationale. Des millions d'Américains étaient assis dans leur salon, regardant le président annoncer une nouvelle qui choqua la nation. Il révéla l'existence des bases de missiles à Cuba, et il annonça que les États-Unis imposeraient une quarantaine navale autour de l'île. Le monde comprit immédiatement la gravité de la situation. Les forces militaires américaines furent placées en DEFCON 3, un niveau d'alerte élevé. Des bombardiers stratégiques armés d'armes nucléaires furent préparés pour un possible déploiement. À travers tout le pays, les gens commencèrent à craindre le pire. Des familles construisirent des abris anti-atomiques dans leurs jardins. Des écoles pratiquaient des exercices d'attaque nucléaire. Pour la première fois, beaucoup d'Américains pensaient réellement qu'ils pouvaient assister à la fin du monde. Mais les moments les plus dangereux de la crise étaient encore à venir. Bientôt, des cargos soviétiques commencèrent à se diriger vers le blocus naval américain autour de Cuba. À bord de ces navires se trouvaient des supplies et peut-être davantage d'équipements militaires. Les navires de guerre américains attendaient avec anxiété. Si les navires soviétiques refusaient de s'arrêter, la marine américaine avait reçu l'ordre de les intercepter. Le monde retint son souffle. Les navires soviétiques continueraient-ils d'avancer, forçant une confrontation, ou feraient-ils demi-tour? Au dernier moment, plusieurs navires soviétiques ralentirent. Puis ils changèrent de direction. Ils firent demi-tour. Pendant un bref instant, il sembla que la crise pourrait se calmer. Mais les bases de missiles à Cuba étaient toujours là, et elles se rapprochaient de leur mise en service. Pendant ce temps, les tensions continuaient à augmenter. En coulisses, des messages secrets s'échangeaient entre Washington et Moscou. Les deux camps cherchaient une issue pour éviter la catastrophe. L'un des moments les plus terrifiants de toute la crise se déroula loin sous la surface de l'océan. Près de Cuba, les forces navales américaines détectèrent un sous-marin soviétique. Ce que les Américains n'ignoraient pas, c'est que le sous-marin portait une torpille nucléaire. Les navires américains commencèrent à larguer de petites charges de profondeur d'entraînement pour forcer le sous-marin à faire surface. À l'intérieur du sous-marin, les conditions étaient terribles. L'équipage était sous l'eau depuis des jours. La température était extrêmement élevée. Et toute communication avec Moscou avait été perdue. Le capitaine du sous-marin pensait que la guerre avait peut-être déjà commencé. Il se préparait à lancer la torpille nucléaire. Un seul lancement et une explosion nucléaire aurait pu déclencher une réaction en chaîne menant à une guerre mondiale. Mais à bord du sous-marin, la décision de lancer la torpille nécessitait l'autorisation de 3 officiers supérieurs. 2 d'entre eux acceptèrent. Le troisième hésita. Son nom était Vassili Arkhipov. Arkhipov refusa d'approuver le lancement. Il affirma qu'il devait faire surface et attendre des ordres. Après une discussion tendue à l'intérieur du sous-marin, le capitaine finit par accepter. La torpille ne fut jamais lancée. Cette seule décision a peut-être sauvé le monde. Pendant que le monde regardait la confrontation se dérouler, une bataille plus silencieuse se déroulait en coulisses. Des messages étaient envoyés entre Washington et Moscou. Certains officiels, d'autres secrets. Chaque lettre avait un poids énorme, car un seul malentendu pouvait rapprocher le monde d'une guerre nucléaire. Au Kremlin, le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev faisait face à son propre dilemme. Il avait placé les missiles à Cuba pour plusieurs raisons. D'abord, pour protéger Cuba. À peine un an plus tôt, les États-Unis avaient soutenu une tentative d'invasion connue sous le nom de baie des Cochons. Elle avait échoué, mais l'Union soviétique craignait une nouvelle tentative pour renverser le dirigeant cubain Fidel Castro.
Deuxièmement, ces missiles devaient modifier l'équilibre des forces. Les États-Unis possédaient déjà des missiles nucléaires stationnés en Turquie, près du territoire soviétique. Du point de vue de Khrouchtchev, placer des missiles à Cuba revenait simplement à rééquilibrer la situation. Mais maintenant, le plan avait été découvert et le monde se trouvait au bord de la catastrophe. Khrouchtchev devait trouver une issue, sans paraître faible. Le 26 octobre, le président Kennedy reçut un long message de Khrouchtchev. Le ton de la lettre était émotionnel, presque désespéré. Dans cette lettre, Khrouchtchev proposait une solution. L'Union soviétique retirerait ses missiles de Cuba si les États-Unis promettaient de ne jamais envahir l'île. Cela semblait être une possible issue à la crise. Mais avant que Kennedy puisse répondre, un autre message arriva le lendemain. Cette seconde lettre était très différente, beaucoup plus dure. Cette fois, Khrouchtchev exigeait davantage. Les États-Unis devraient retirer leurs missiles nucléaires de Turquie. La situation devint alors encore plus compliquée. Si Kennedy acceptait publiquement de retirer ses missiles, les États-Unis pourraient sembler faibles aux yeux de leurs alliés. Mais refuser cette demande signifiait que la crise continuerait, peut-être jusqu'à la guerre. Le temps était en train de s'écouler. Le 27 octobre 1962 serait plus tard appelé le Samedi Noir. C'était le jour le plus dangereux de toute la crise. Ce matin-là, un avion espion américain U-2 fut abattu au-dessus de Cuba par un missile soviétique. Le pilote, le major Rudolf Anderson, fut tué. À la Maison-Blanche, les chefs militaires exigèrent une riposte immédiate. Ils affirmaient que les États-Unis devaient lancer des frappes aériennes, sinon ils paraîtraient faibles. Mais Kennedy hésita. Il pensait que le tir du missile avait peut-être été ordonné par un commandant local et non par la direction soviétique elle-même. Si l'Amérique attaquait Cuba maintenant, la situation pourrait totalement échapper à tout contrôle. Pendant ce temps, un autre incident dangereux se produisait. Un avion espion U-2 américain pénétra accidentellement dans l'espace aérien soviétique au-dessus de l'Alaska. Des chasseurs soviétiques décollèrent pour l'intercepter. Des avions américains armés de missiles nucléaires décollèrent pour protéger l'appareil espion. Pendant plusieurs minutes terrifiantes, des avions armés d'armes nucléaires des deux camps se dirigeaient les uns vers les autres. Une seule erreur, un seul pilote nerveux aurait pu déclencher une guerre capable de détruire la planète. Mais d'une manière ou d'une autre, les avions firent demi-tour. Le monde venait d'éviter la catastrophe de justesse. À la Maison-Blanche, Kennedy et ses conseillers prirent une décision cruciale. Ils accepteraient publiquement la première proposition soviétique. Les États-Unis promettraient de ne pas envahir Cuba. En échange, l'Union soviétique retirerait ses missiles. Mais il y avait aussi un second accord, secret. En privé, les États-Unis acceptèrent de retirer leurs missiles nucléaires de Turquie. Cependant, cette partie de l'accord resterait cachée au public, à moins de nombreuses années. Le 28 octobre, Khrouchtchev annonça que l'Union soviétique démantèlerait les bases de missiles à Cuba et renverrait les armes vers l'Union soviétique. La crise était enfin terminée. Après 13 jours, le monde recula du bord d'une guerre nucléaire. Lorsque la crise prit un terme, les dirigeants des deux camps réalisèrent à quel point ils étaient passés près de la catastrophe. Les États-Unis et l'Union soviétique commencèrent à prendre des mesures pour réduire le risque de futurs conflits. L'un des premiers changements fut la création d'une ligne de communication directe entre Washington et Moscou. Elle fut connue sous le nom de Hotline. Ce système permettait aux dirigeants des deux pays de communiquer instantanément, réduisant ainsi le risque de malentendus dangereux. La crise conduisit également à de nouveaux accords limitant les tests d'armes nucléaires. Les deux camps comprenaient désormais que le monde ne survivrait peut-être pas à une autre confrontation de ce genre. Des années plus tard, les historiens découvrirent de nombreux détails cachés de la crise des missiles à Cuba. L'un des plus remarquables concernait l'officier du sous-marin soviétique, mentionné plus tôt, Vassili
À l'époque, très peu de gens connaissaient sa décision. Mais sans son jugement calme, la crise des missiles à Cuba aurait pu se terminer très différemment. Une explosion nucléaire dans l'océan aurait pu déclencher une riposte des États-Unis. Et en quelques heures, des villes du monde entier auraient pu être détruites. En lieu et place, un homme choisit la retenue. Et l'histoire prit un autre chemin. La crise des missiles à Cuba reste l'un des moments les plus dangereux de l'histoire humaine. Pendant 13 jours, le destin du monde reposa entre les mains de quelques dirigeants. Leurs décisions, leur patience et parfois leur chance évitèrent une catastrophe qui aurait pu tuer des centaines de millions de personnes. C'était un rappel de la fragilité de la paix et de l'importance d'un leadership prudent dans les moments de crise. Car l'histoire n'est pas seulement chapitrée par les guerres. Parfois, elle est chapitrée par les guerres qui n'ont jamais eu lieu. La crise des missiles à Cuba s'est terminée sans guerre nucléaire. Mais le souvenir de ces 13 jours résonne encore dans l'histoire. Un moment où le monde se tenait au bord du précipice et réussit finalement à reculer. Si vous avez apprécié cette histoire et que vous voulez découvrir d'autres moments méconnus de l'histoire, assurez-vous de vous abonner à Unheard. Parce que certaines histoires les plus puissantes jamais racontées sont celles que l'histoire a presque oubliées. Et croyez-moi, il en reste encore beaucoup à découvrir.